J'en ai marre de tes conneries. Je t'interdis de toucher à moi, et à la télé. J'ai rien touché, moi. T'énerve pas, Raoul. C'est ça, prends sa défense. Si ça se trouve, c'est toi qui l'as déréglé la télé. Vous êtes toutes les deux des manches avec les appareils. Raoul, donne-moi ce Walkman. De quoi, pourquoi? Donne. Voilà, tout va bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir... Oh, la télé remarche. Et mon Walkman aussi. Tu me le donnes? Éteins cette télé, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce que... Éteins. Que devient des rapports qui sont à la fois d'amitié et de... Non mais t'es fou, on va nous les piquer. Non mais ça va pas, on peut pas les laisser là. Mais comment j'ai pu laisser faire ça? Quoi? On dit que les enfants sont le miroir de leurs parents. Hein? Je dois être un sacré connard. Il est complètement dingue, papa. Tu sais ce qu'il a fait? Il a déposé la télé et mon Walkman sur le trottoir. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, on va se parler dans cette maison. Non mais... Jeudi 24 avril 2020 et c'est le 40e jour de quarantaine. On va s'attendre à ce que ça soit le dernier, non, ça va pas être comme ça, il va y en avoir pas mal d'autres, je pense. Voilà. Pour ce 10e épisode de Corona Iceberg, je vous propose une forme assez différente de ce que vous avez été habitué à voir pendant ces 40 premiers jours. Et l'idée m'est venue la nuit dernière parce que hier soir j'ai reçu un mail de quelqu'un qui avait vu la vidéo que j'ai postée hier, Corona Iceberg 9, et qui m'a témoigné du fait qu'il avait été choqué par la violence de certaines images. Ça m'a touché et puis je me suis dit que ça... Enfin, d'abord j'avais envie de partager avec lui, d'échanger avec lui pour discuter. Mais l'idée m'est venue d'aller au-delà de ce partage avec lui et de l'étendre à vous. Et je lui ai proposé donc d'enregistrer notre conversation. Et il a accepté, donc vous allez voir nos échanges avec Phil Dowan, puisque c'est de lui qu'il s'agit. C'est plus vivant, c'est assez spontané, vous allez voir que ça tranche pas mal avec la forme assez un peu rigide. J'écris un texte et puis je me trouve face à une caméra à lire un prompteur, c'est pas très spontané, donc vous allez voir que c'est plus vivant. Et donc si ça vous inspire et si vous avez envie de partager avec moi comme on va le faire avec Phil Dowan, eh bien, prenez contact avec moi, on prendra rendez-vous, on fera ça. Voilà, notre échange avec Phil, il a duré 1h30. J'ai fait des coupes pour faire une vidéo qui soit pas trop longue. J'en ai coupé quasiment la moitié. Et voilà, donc je vous propose de découvrir notre échange, l'échange qu'on a eu ce matin avec Phil. Moi, j'ai vu ta vidéo hier soir. Bon, oui, les images que tu as postées, si tu veux, donc de violence. Moi, je suis hypersensible, hein, donc il y a des années que j'ai coupé, que j'ai mis ma télévision sur le trottoir. Je l'ai fait réellement. Hein, donc, c'est comme dans le film de Colin Serrault, quand Vincent Lindon va mettre sa télévision sur le trottoir. Moi, je l'ai fait il y a 8 ans à peu près, tu vois, je l'ai mis sur le trottoir. Quelqu'un est venu la chercher. Donc, je me suis coupé vraiment des journaux télévisés et de tout ça. Et donc, oui, hier, j'ai été surpris parce que, voilà, je dis merde, on est déjà connectés tous à ce que j'appelle cet égrégore de peur qui ne fait que gonfler, qui est sans arrêt poussé par les chiffres qu'on nous donne tous les jours, des décès, voilà. Bon, enfin, il y a plein d'éléments qui génèrent de la peur et de l'anxiété. Et donc, quand j'ai vu que tu mettais ces images, je dis ah non, pas Hervé quand même, il ne va pas s'y mettre, lui aussi. Et alors, je t'ai tout de suite écrit, voilà, dans l'humeur, ce courriel. Et ce matin, je vais te dire, quand tu as appelé, j'ai vu ton nom voilà, sur mon téléphone et j'ai eu un peu peur. Tu sais, moi, aussi, je dis, mon Dieu, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, tu vois. Bon, et tu as bien fait de m'appeler.
C'est le truc. Est-ce que j'ai le droit, tu vois, je veux dire, est-ce que j'ai le droit de dire des choses et voilà, de m'exprimer? Donc, je te remercie déjà de me permettre de le faire avec toi. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. Voilà, donc tu es mieux placé que moi pour parler de la peur d'un point de vue, parce que tu l'as étudié, parce que tu es thérapeute et que tu l'as étudié. Moi, je ne suis pas thérapeute. Par contre, je l'ai vécu, et je l'ai vécu, même, je peux te le dire, donc ça c'est un scoop parce que je ne l'ai jamais dit en public. Je l'ai vécu parce que j'ai connu l'enfermement beaucoup plus que ce confinement, cette assignation à résidence, parce que j'ai connu la garde à vue plusieurs fois et j'ai connu la prison. Moi, j'ai fait 1 an de prison, 12 mois de prison, donc à 10 ans d'écart pour la même affaire. Donc, pour en dire pourquoi je suis allé en prison, si ça intéresse les gens, mais il y a longtemps maintenant, hein, c'était en 1984, donc c'est quand même une date, si tu veux, quand même, voilà, c'est une date Une mythique vision aussi. très orwellienne. Voilà, très orwellienne. Et donc, j'ai connu le véritable enfermement. J'ai même connu le mitard, hein, c'est-à-dire l'isolement, c'est-à-dire la prison dans la prison. Hein, donc, c'était des cellules de 5-6 mètres carrés avec les toilettes à la turque où tout le monde pouvait voir, tu vois. Bon, voilà, les murs, je dirais, suintent de plaintes, voilà, les murs sont empreints d'énergie terrible, on entend des cris dans la nuit, des coups frappés sur les tuyaux, des bruits de clés, des bruits de pas qui résonnent, enfin, c'est vraiment très, très anxiogène. Et donc, je pense que si tu veux, ça, c'est engrammé dans mes cellules, hein, c'est pas encore parti. Cette sensibilité dont tu parles, je pense qu'on est tous plus ou moins sensibles et plus ou moins réceptifs aussi. En fait, on ne réagit pas de la même manière face à la peur. Oui. Alors, je ne sais pas, du coup, j'étais presque tenté de te poser une question qui est un peu… ouais, elle est un peu tendancieuse, mais est-ce que tu te reconnais qu'en fait, est-ce que tu pourrais dire de toi, par exemple, que tu es anxieux, tu es quelqu'un d'anxieux? Oui. Ouais, Oui, d'accord. oui, oui. Parce que tu vois, en Donc, fait, ce que je dis souvent par rapport à la question de la peur, c'est que, en général, je veux dire, la quasi-totalité des gens est plus, enfin, a sur pas mal de sujets, en fait, le trouillomètre mal réglé. oui. Et par rapport à ce trouillomètre, il y a un curseur qu'on met qui dépend de notre histoire, qui dépend de plein de choses de notre histoire vécue. Et on va dire en fait qu'il y a les anxieux en fait qui mettent la peur, qui ont une représentation du danger qui est exacerbée, qui est au-dessus de la réalité des dangers réels. Et puis tu as aussi les casse-coups comme ça qui le mettent en dessous et qui prennent des risques inconsidérés et puis qui laissent leur vie parfois ou qui mettent en danger celle des autres, etc. Donc oui. Ça c'est un peu une généralité si tu veux. En fait la question pour moi en fait par rapport à la peur, et c'est là où je trouve que c'est un message important en fait, c'est qu'elle nous indique qu'il y a un danger ou peut-être un danger et que la réaction émotionnelle de la peur c'est de se mettre à distance de ce danger. Et en se mettant à distance et en étant dans ce que j'appelle l'évitement, qui est la tendance la plus naturelle de cette émotion, eh bien on se coupe de la réalité, on s'en éloigne, on n'a pas de curiosité. La peur en fait qu'on détourne le regard, on détourne son corps, on se met à courir et du coup on est désinformé. Et je pense que c'est cette réaction émotionnelle, autant on doit l'accueillir quand elle vient, parce que c'est la première réaction, je dirais, spontanée, autant il va falloir en faire quelque chose de cette peur. Mais à la base, il y a un message que je trouve extrêmement précieux et dont on ne doit pas démesurément ou inconsidérément en fait se protéger. Oui. Tu vois, il y a un acronyme de peur que j'aime beaucoup, c'est puissante expérience utile à réaliser. Tu vois, peur, puissante expérience utile à réaliser. Et j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs aussi. Hein. Et donc, et pour moi, il n'y a que deux, en fait, il y a que deux émotions principales. Hein. C'est la peur et l'amour. Et après, les autres
les autres, tristesse, joie, colère, etc. Pour moi, c'est plus des sentiments, parce que à chaque fois que j'ai une idée ou que je veux faire quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que c'est la peur? Mettons la peur du manque d'argent, la peur de manque de reconnaissance, la peur de je ne sais quoi, ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est de l'amour que je m'envoie à moi-même? Est-ce que voilà. Donc la peur, ça peut être, comme tu le sais hein, mieux que moi, on a trois attitudes. Hein, c'est soit on est figé complètement, comme tu dis aussi, on s'écarte, hein, on fait l'autruche, on n'a pas l'information, soit on fonce dedans, voilà, bon, soit on part en courant dans l'autre sens. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction, sauf que ce qui m'intéresse en ce moment, si tu veux, c'est puisque c'est un moment où les gens et moi c'est plus de la colère en fait que de la peur. Si tu veux. C'est de voir la peur chez les autres qui me met en colère. Et là, donc par exemple, donc j'ai tendance à être assez casanier. Hein. Je suis un petit peu misanthrope. J'aime pas trop les gens que je connais pas. Tu vois, bon. Et là, quand je sors dans la rue et que je vois les gens avec des masques, pour moi, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et j'ai vécu il y a pas longtemps, là, ces derniers jours, je traverse la rue pour aller dans mon petit magasin d'alimentation, là, et je vois un homme qui était à 1,50 m de moi, tu vois, peut-être, qui était dans une allée. Moi, j'arrive dans une autre allée. Il recule d'un pas. Il n'avait pas de masque, bon, moi non plus. Il recule d'un pas, comme s'il avait vu le diable, tu vois. Tu partages d'une manière assez touchante, en fait, certains éléments d'un passé plus ou moins traumatique. Et on a tous des histoires, des expériences désagréables ou douloureuses ou traumatiques. Et du coup, ça conditionne notre manière d'aborder le monde, mais d'être en confiance ou en méfiance ou en défiance, comme tu disais. Et ce que je trouve assez intéressant, en fait, c'est d'observer en fait que la peur, c'est extrêmement contagieux. Oui. Quand tu parles en fait de la peur des autres, on voit bien que la peur des autres te fait peur ou te fait réagir. Alors soit dans la peur, Ouais. soit dans l'agressivité, tu vois en fait, ou dans la colère, etc. Mais la peur des autres te fait peur et du coup en fait c'est vachement facile d'appuyer sur un bouton et de déclencher la peur chez autrui. Il suffit soit d'être agressif, soit d'avoir peur soi-même, tu vois en fait, et c'est pas les mêmes choses qui font peur à tout le monde. Donc il y a cette contagion externe, c'est-à-dire quelqu'un a peur et du coup en fait il me partage sa peur. Et si moi, tu vois, je fais une vidéo dans laquelle je montre des choses dangereuses qui se sont passées par le passé ou qui se passent maintenant ou qui pourraient se passer ultérieurement, ça peut faire peur. Et c'est à ça que justement j'étais particulièrement, sur quoi j'essaie d'être vigilant, tu vois, en métacommuniquant sur le fait que j'ai conscience que c'est potentiellement anxiogène. Mais du coup, en fait, il y a cette contagion externe, les émotions des autres génèrent chez moi des émotions, et puis il y a aussi une contagion interne. C'est-à-dire que je peux avoir peur de ma peur. Et ça peut engendrer en fait des processus comme la panique par exemple. Souvent oui. Je dis par rapport en fait à la crise de panique, c'est un peu comme si on peut se représenter en fait. Je pense que tout le monde a été dans une salle de spectacle, a déjà entendu ce que c'est qu'un Larsen. En fait, un Larsen, c'est quoi techniquement, et c'est intéressant de faire la transcription en fait dans le monde des émotions. Il y a un micro en fait qui capte des sons. Et si le micro est dirigé vers les haut-parleurs, ça fait une boucle. C'est-à-dire que le son est amplifié et il ressort amplifié, il est capté amplifié et il ressort plus amplifié encore. Et du coup, ça fait quelque chose d'abominable. La crise de panique, c'est pareil. Et c'est là où, quelque part, ce qui est important, c'est de pouvoir couper ce circuit infernal, cette boucle infernale. Et pour ça, je vois rien de mieux à faire dans un premier temps que d'accueillir la peur. Alors après, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est encore une très très bonne question, il va falloir y répondre. Mais la première chose à faire, à mon avis, c'est d'accueillir la peur. Alors, et la peur, juste une chose qui me paraît juste fondamentale, et ensuite je te laisse à nouveau la parole, c'est pour moi la peur, c'est d'abord et avant tout un message intéressant. Oui. Mon corps, mon esprit, mes sens m'ont permis de capter quelque chose, un message. Il y a quelque chose. Après,
comme ça attire mon attention, ma vigilance, qu'est-ce que j'en fais? Soit je refoule, soit je deviens curieux, et cette curiosité, on va voir ce qu'on a fait, et ça, c'est un enjeu fondamental. Donc, pour moi, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour accueillir la peur. Donc, c'est une première chose. Mais déjà, moi, pour moi, ce qui est important par rapport à ce qui se passe en ce moment, pour diminuer ces peurs, déjà, en tout cas, c'est d'aller chercher les informations, quoi, voilà, de devenir soi-même acteur de ses propres informations. Et comme on a la chance d'avoir du temps pour beaucoup de gens, ben ça, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir fouiller, d'aller chercher. Et pour moi, c'est toujours d'aller un petit peu au-dessus. OK, on nous a dit ça, mais si je vais un petit peu au-dessus, et puis un petit peu au-dessus, voilà, pour avoir à chaque fois une vision plus large, plus haute de ce qui se passe, et pas rester au plancher des vaches avec ce qu'on nous dit comme information dans les médias dominants. Moi, ce qui me paraît important, bon, la peur est une émotion, mais comme je disais, en fait, elle nous permet de capter c'est un message, en fait. La peur est un message, mais après, qu'est-ce qu'elle dit? Soit on est curieux, on va s'interroger, en fait, sur la dangerosité de la situation. Est-ce qu'il y a un danger? Quel est ce danger? Est-ce que c'est grave, etc. Et là, je pense que là, on boucle sur quelque chose qui, moi, me tient très à cœur. C'est j'œuvre depuis de longues années pour attirer l'attention sur des dangers. Oui. Bon, sur un plan écologique, ça a été mon premier combat. Réchauffement climatique, il y a des gens qui en parlent depuis 10 ans, 20 ans, 100 ans. Peut-être pas 100 ans, mais en tout cas, un bon paquet de décennies déjà, en fait. Il y a eu des pionniers, de gens qui se sont dit « Oulala, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Et si c'est pas encore la conscience du dérèglement climatique, c'est à minima la perte de la biodiversité, elle est extrêmement précoce. Donc voilà, il y a un danger, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Des gens alertent, et ces gens-là, en fait, on dit non, il n'y a pas de danger. On leur répond, il n'y a pas de danger, vous êtes des débiles, vous êtes des alarmistes. Et c'est intéressant comme terme de dénigrement, hein. C'est extrêmement moqueur, c'est ironique de dire de traiter quelqu'un d'alarmiste, c'est une insulte. Donc, alors que quand il y a un pompier en fait qui sonne l'alarme parce qu'il y a un feu, on voit le feu et on se dit ah bah oui, merci d'alarmer, merci d'alerter. Donc, mais on n'a pas envie d'avoir, mais ça fait peur un feu. Alors est-ce qu'on accepte quelque part en fait de prendre conscience qu'il y a un danger et du coup ce qui permet de s'y adapter, ou bien est-ce que je me protège d'une information qui me fait peur et je ne veux pas avoir cette peur? Et là, moi, mon rôle, je me dis, ou de mon point de vue, en fait, le rôle de tout un chacun, de tout être humain, c'est quand il y a un danger, c'est de dire qu'il y a un danger. Ou si je crois qu'il y a un danger, j'ai dit je crois qu'il y a un danger, peut-être qu'il faut qu'on vérifie, etc. Peut-être je me trompe. Ouais. Et là, il y a une responsabilité sociale, civique, à poser. Après, bon, on va voir ce qu'on fait de cette information-là. Mais si on ne le fait pas, il y a non-assistance à personne en danger. Ça, on n'en parle pas. Oui. Mais les gens, en fait, les climato-sceptiques qui nous ont rabâché pendant des années, qu'on était des délirants, des complotistes, etc., ces gens-là ont une responsabilité monumentale dans la dégradation du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, etc., de l'augmentation. Il y a quand même un paquet de problèmes dans ce monde en crise. Alors on le dit ou on le dit pas? Si on le dit, on va faire peur. On va amener la conscience d'un danger. Ça fout la trouille. Et moi je pense que c'est une étape qui me paraît incontournable. Et je vais être un petit peu choquant, ça va peut-être te choquer un petit peu, mais je pense que tu vas vite comprendre en fait pourquoi je dis ça. Moi, j'assume une volonté de faire peur aux gens. Bah oui, j'aimerais bien en fait qu'ils aient ce message d'un danger, de la nature d'un danger, et qu'ils accueillent cette peur et qu'ils se posent la question, qu'est-ce que je vais en faire? Ne serait-ce que manifester de la curiosité, voir les arguments qui me laissent penser en fait qu'il y a tel ou tel danger,
et ensuite voir quelles sont les solutions pour résoudre ce problème, soit d'une manière symptomatique, comme on le fait habituellement, soit d'une manière un peu plus profonde, voire très profonde, et qui amène, comme tu le sais, en fait, à un changement profond de paradigme. Quand Macron dit on est en guerre et voilà, contre un ennemi invisible, le virus, non, c'est complètement faux. Et ça, c'est vraiment important que les gens comprennent. Et pour moi, la guerre, c'est une guerre de l'information. C'est-à-dire, voilà, et donc c'est le bon moment pour que chacun devienne son propre journaliste, aille chercher ses infos, et voilà. Et donc, et finalement, je pense que le confinement va se retourner contre voilà, pour moi, c'est dictateur, quoi. Bon, voilà, c'est ces gens qui veulent, qui ne s'intéressent qu'au pouvoir, bon, à la manipulation. Ce confinement va se retourner contre eux parce que c'est justement un temps où plein de gens vont avoir eu le temps de faire de l'introspection et d'aller chercher d'autres infos et donc de réaliser plein de choses qu'ils n'auraient pas eu le temps de réaliser s'ils avaient été pris dans le truc du métro, boulot, dodo. Voilà. Donc, il va certainement sortir de grandes choses. J'espère qu'on va sortir par le haut de cette crise. J'espère vraiment, de tout cœur, et j'œuvre, comme beaucoup de gens, dans ce sens-là. Je reviens sur cette guerre de l'info dont tu parles. Nous vivons en fait dans un climat de défiance croissant. Et ça, je trouve ça à la fois intéressant parce que du coup, ça pose la question de la vérité, de l'information, de la légitimité en fait de qui dit quoi. Ça, j'en ai parlé dans un des Corona Iceberg où je traite du complot, des complotismes, etc. et cette dérive. Et je trouve que le fait de ne pas savoir à qui se fier et de mettre en doute la confiance qu'on fait à l'État ou aux médias, je trouve ça extrêmement positif, nécessaire, cette remise en cause, mais c'est extrêmement anxiogène. Parce que ça fait partie quelque part en fait du mécanisme d'autoprotection, de se dire, j'ai pas la confiance quelque part, ou l'abus de confiance, c'est ce confort à court terme qui permet en fait de ne pas avoir peur, de ne pas vivre l'émotion de la peur, mais de la refouler et de la remettre dans une dynamique, je dirais, de long terme. À court terme, c'est apaisant d'être désinformé et d'être en confiance et d'être rassuré. Et ça, c'est une des grosses problématiques d'être rassuré. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ce que souvent le gouvernement amène à faire en ce moment à travers des mensonges qui sont en train d'éclater, etc., mais toute cette dynamique-là me fait penser à cette attitude que parfois certains parents ont, et mes parents ont fait ça avec bienveillance quand j'étais petit, quand on marchait et que j'en avais marre de marcher, et que je disais, est-ce qu'on est bientôt arrivé ? Et ils me disaient, oui, bientôt, il reste combien je sais pas, 10 minutes. Et puis au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, je dis, mais on était censé arriver. Oui, mais on arrive bientôt. Et il y a quelque chose d'extrêmement infantilisant dans cette manière de j'ai peur ou j'ai pas envie, j'ai quelque chose qui me contrarie, etc. Et on va me bourrer le mou, essayer de me faire croire que ça va se passer comme ça. Ah, c'est bien. Alors à court terme, ça va. Je dis, ça me redonne l'énergie, ça me redonne confiance, etc. Et je continue mon parcours. Mais tous ces mensonges-là, au fur et à mesure qu'ils sont accumulés, si je vois que mes parents me mentent un petit peu, beaucoup, souvent, etc., si je vois en fait l'ampleur des mensonges d'État, etc., mais je dis, mais sur qui je peux compter ? Et j'entends depuis quelques semaines de confinement des gens que je connais bien, même ma mère, etc., qui me disent, mais je suis en train de découvrir un truc effrayant. Ben oui, c'est effrayant. Ok. Accueille cette frayeur, accueille cette peur et donne-toi les moyens, je veux bien t'aider, etc. Et moi, je mâche un peu le boulot pour certains, etc. Donnons-nous les moyens, en fait, de savoir la réalité. Essayons de s'en rapprocher, parce que la réalité, on fait ce qu'on peut pour la toucher ou pour la frôler. Mais voilà, y a des choses qui sont clairement des mensonges, qui sont vraiment de la contre-vérité absolue.
Et il est préférable de le savoir que de l'ignorer. Il y a un adage, je ne sais pas si c'est un proverbe, qui dit quelque chose d'assez intéressant. C'est on dit souvent en fait que la peur est mauvaise conseillère. Oui, C'est beaucoup vrai et c'est beaucoup faux en même temps. oui, Parce que oui, effectivement, comme ce que tu viens de décrire, du coup, cette émotion-là, cette conscience du danger, si l'émotion est forte, du coup, en fait, elle va inhiber en fait l'accès à l'intelligence. Donc mentalement, il y a une interaction comme ça entre pensée et émotion. Et donc, dans les deux sens d'ailleurs, si j'ai certaines pensées, ça va conduire des émotions de stress ou de peur éventuellement, mais la peur, si elle est exacerbée ou si elle monte en intensité, en fait, elle a un impact directement sur ma manière de penser, de réfléchir, et donc de prendre des décisions. Donc, il y a des tas de décisions complètement aberrantes qui sont prises par rapport à ça, par rapport à cette peur du coronavirus. Donc, effectivement, la peur est souvent mauvaise conseillère. Mais à la base, elle nous envoie un message qui est un conseil qu'il faut entendre. Il y a un danger. Ou il me semble qu'il y a un danger. Ça me fait peur. Et là, du coup, soit on se donne les moyens d'être dans la curiosité, dans l'ouverture, dans l'acceptation en fait de ce message qui vient, et on va au-devant de l'information et au-devant du danger prudemment, ça n'empêche pas, hein. On va prudemment, sans enquêter, s'informer pour savoir en fait quelle est vraiment la nature du danger. Donc attention à cette espèce d'évidence que la peur est mauvaise conseillère. Elle l'est souvent quand l'émotion oui. paralyse le processus d'émergence des pensées intelligentes, mais elle peut aussi être excellente conseillère dans le sens un peu primaire de attention, il se passe quelque chose. Bah oui, il se passe quelque Ouais. chose, ce serait peut-être temps de le regarder. Ouais, c'est ça. Donc, je crois que, comme tu disais, c'est une question de curseur, en fait. Hein. Voilà, en fait, où est-ce qu'on place le curseur et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc, oui, on était sur le mot d'infantilisation. Donc, tu vois, voilà, et donc, pour moi, c'est par rapport à la réaction de ta mère aussi, c'est pour moi, on a tellement été placé toujours dans que l'ennemi vient de l'extérieur, mais le sauveur aussi est à l'extérieur. C'est-à-dire on est attaqué par un virus extérieur qui est méchant. Par contre, on va être sauvé par un médecin qui est extérieur aussi. Alors qu'on sait très bien que dans la médecine, les médicaments jouent pour 60% dans la guérison. Et qu'en fait, les bons médicaments, on va dire, parce qu'il y en a aussi des très mauvais, la médecine vient aider à l'auto-guérison. Voilà, à notre propre auto-guérison. Donc, voilà, là aussi, il y a un dogme qui est terrible. C'est de croire que c'est pour ça qu'on a qu'on élit des gens et puis après ils font ce qu'ils veulent parce qu'on croit que il va y avoir quelqu'un qui va venir bien nous conduire, qui va nous sauver. Donc c'est toujours l'homme providentiel. Alors dans les religions, et parfois Oui, un chef voilà. de guerre. un chef de guerre. Dans les religions, ça va être le sauveur qui va venir nous délivrer, ou les extraterrestres qui vont arriver, qui vont nous emmener sur une autre planète. C'est toujours l'extérieur qui va venir nous sauver ou l'extérieur qui va venir nous attaquer. Donc moi, je trouve que c'est une période extrêmement importante pour reprendre sa propre souveraineté, quoi. Pour comprendre qu'en fait, on a des possibilités, des potentialités absolument infinies et que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Si je prends le mot de Dieu, hein, qui est difficile à... Ou Jupiter, c'est Pour moi, nous éventuellement. sommes. Comment? Il y a Jupiter parmi les dieux intéressants. Voilà. Bon. Et en fait, voilà, soyez votre propre Jupiter, soyez votre propre Dieu et découvrez en vous tout. Je le dis pour les autres comme je le dis pour moi. Hein, que je me rends compte à quel point on a des capacités incroyables. Et c'est souvent nos croyances limitantes, nos peurs de ne pas le faire, qui nous empêchent d'aller découvrir des parties de nous-mêmes absolument merveilleuses. Pour les masques, il va falloir, à mon avis, dessiner des sourires dessus parce que c'est insupportable de voir les gens masqués. On ne sait pas s'ils font la gueule. Souvent, ils font la gueule. Et peut-être qu'ils sourient derrière, mais on ne le voit pas. Et donc, le sourire est aussi contagieux. Tu disais que il y a des symboles intéressants dans tout ce qui se passe. Je pense aussi que le masque, effectivement, en fait, c'est sur notre bouche qu'on le met. Et Oui. c'est le mode d'expression en fait qui permet aussi de sortir quelque chose d'assez personnel de soi-même, etc. C'est ça. Donc je trouve que
Cette liberté d'expression qui est menacée, en l'occurrence, je la trouve assez symbolique sur le plan au niveau du masque. Il y a un autre symbole qui m'est venu aussi hier, c'était un peu tard pour la mettre dans les vidéos d'hier, mais je repense à cette guerre contre un virus. Et je trouve ça... Enfin, ça fait longtemps que je m'intéresse donc que j'essaie de prendre du recul en fait sur l'humanité, comment elle était en fait à la préhistoire, comment elle a évolué, etc. Et très naturellement à la préhistoire, en fait, il a fallu se battre contre l'adversité de la nature. C'était difficile de lutter contre le froid, contre les prédateurs, etc. Il y avait plein d'hostilités en fait et de rivalités dans la prédation. Donc très naturellement, en fait, les êtres humains, que ce soit à l'époque de Néandertal, avant ou après, etc., ont cherché en fait à faire usage de leur intelligence, de leur savoir-faire, pour contrer, je vais le dire comme ça, pour lutter contre la nature, lutter contre les rigueurs du froid ou bien des animaux sauvages, etc. Donc on a commencé à lutter plus ou moins contre la nature. Et puis on a pris du pouvoir sur la nature. Et plus le temps passe, et plus on a eu de pouvoir sur la nature, au point qu'à un moment donné, quelques millénaires plus tard, eh bien on est en passe en fait d'avoir un contrôle très relatif, mais en tout cas un contrôle de destruction. S'il y a quelque chose qui nous dérange, on est capable de le détruire. Et donc du coup, j'observe cette courbe exponentielle du pouvoir matériel, technologique et scientifique. Au service de quoi c'est fait? Ça, il y a plein de choses assez problématiques à dire là-dessus, mais en tout cas, ce pouvoir est croissant. Et hier, il y a une image qui m'est venue justement quand j'ai évoqué cette guerre et cette guerre contre un virus. Et je me dis, mais le virus, puisque j'ai élaboré une vision assez catastrophique ou apocalyptique parce qu'on est capable, notre technologie nous permet de détruire le monde, peut-être toute forme de vie, sauf peut-être les virus. Oui, et du coup, je me dis, tiens, on a réussi à détruire tout, et là, on s'attaque enfin à seul sur lequel on est en rivalité, et non pas en viralité, mais en tout cas en rivalité, pour se dire, mais si lui, c'est soi-disant le seul qui peut survivre, c'est contre lui qu'on va être en guerre. Alors bon, tout ça est de l'inconscient, je ne sais pas si c'est une image poétique et symbolique, parce que j'aime bien fonctionner dans l'imaginaire et je ne vais pas trop me noyer là-dedans, mais j'ai trouvé que sur un plan symbolique, déclarer une guerre à un virus qui serait peut-être le seul qui resterait vivant si on continue à faire les cons comme on les fait, waouh, ça m'a interpellé ça. Oui, parce que de ce que j'ai lu aussi, c'est que les virus, les microbes, etc., sont bien plus vieux que nous. Ils ont des milliards d'années, je veux dire, beaucoup plus, voilà, donc ils sont beaucoup plus vieux que nous. Bon, bref. Donc, ouais, mais bon, pour moi, cette histoire demande vraiment à... Il y a une mascarade, c'est le cas de dire, puisqu'il y a des masques, il y a de la manipulation, il y a... voilà, donc c'est super intéressant dans le fond parce que ça nous pousse à ouvrir notre curiosité, à aller chercher les choses. Et donc, je parlais de spiritualité tout à l'heure. Pour moi, c'est extrêmement important parce que pour moi, on n'est pas tout seul. Ça aussi, on est encore dans la croyance qu'on est isolé, que la planète Terre, voilà, c'est le centre du monde, qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Voilà, bon, il y en a même qui croient encore que la Terre est plate, hein, il y en a beaucoup. Bon, voilà. Donc, voilà, je trouve qu'il faut qu'on ouvre, il faut vraiment ouvrir. Mais pour revenir à la peur, enfin, c'est un petit peu ce que je t'avais proposé, en fait, c'est d'essayer de se concentrer un petit peu sur cette question de la peur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je termine la vidéo d'hier dans cette préoccupation constante que j'ai, et c'est un vrai dilemme pour moi. C'est une vraie difficulté pédagogique quelque part en fait, ou enfin communicationnelle. C'est comment, comme je disais tout à l'heure d'une manière un petit peu provocateur, en fait, je veux faire peur. Je veux mettre en garde. Comment susciter cette émotion-là parce qu'elle est
Parce qu'elle peut être motrice. Tu disais tout à l'heure en fait que la colère était motrice chez toi et que la Oui. plupart, souvent en fait, la peur est inhibitrice, tu vois, ou fuyante, etc. La peur aussi peut être le déclenchement, et elle est très souvent en fait le déclenchement d'une réaction. Oui, oui. Alors après, il peut y avoir une phase de sidération plus ou moins longue, etc. Oui. Mais cette étape-là, en fait, aujourd'hui, elle me paraît incontournable. Et c'est Oui. là où, quelque part, en fait, je deviens plus radical. Comme je le disais aussi dans la dernière vidéo, en fait, être radical, c'est prendre les choses à la racine. Donc je me radicalise. Et j'en pense que l'urgence, on est allé tellement loin dans les mécanismes de destruction que je change de stratégie. Et j'ai longtemps été un colibri et je continue de l'être quelque part. Mais puisque j'essaie d'avoir en fait la force d'un canadair et pas le petit bec d'un petit oiseau, mais le colibri en fait, et d'ailleurs en fait Kaloun qui chante cette chanson magnifique, dont j'ai mis un petit extrait et dans lequel il dit que être radical c'est prendre les choses à la racine. Kaloun, dans cette chanson d'ailleurs, en fait, il se moque un petit peu du colibri. Il dit t'es bien gentil mais t'es tout petit, etc. Et ça suffit. Et on peut pas se permettre de juste jeter une goutte. Je fais ma part, je suis tout petit, je fais ma part. Mais il va falloir changer d'échelle. Et c'est pourquoi aussi, moi aussi, je décide de changer de stratégie. Je suis plus actif avec XR, par exemple, en fait, qui travaille sur la désobéissance civile, qui travaille sur le combat non violent et les modalités d'action non violentes, etc. Donc, moi, j'ai changé depuis cet été, en fait. Je suis allé, en fait, faire un camp climat, en fait, avec les Amis de la Terre, avec différentes associations écologistes, etc. Et j'en suis ressorti, en fait, d'abord avec une conscience que il y a une forte mobilisation et les jeunes sont beaucoup plus présents. Avant, on était juste des vieux machins qui avaient un discours un peu vieilli, etc. Et les jeunes sont en train de prendre le relais. Je trouve ça magnifique. Et je suis ressorti de là, en fait, avec une évidence, en fait, qu'on doit changer de stratégie et qu'on peut plus juste dire des gentilles paroles, etc. Et le gentil écolo bisounours. Et là, moi, je pense qu'il faut frapper fort. Et c'est un peu l'esprit de Coron Iceberg, quelque part, de prendre le risque, de faire un peu mal aux gens, de leur faire peur, mais c'est une étape qui, moi, me paraît incontournable. Et j'essaie de trouver les ressources, et je ne sais pas si j'y arrive, j'y mets tout mon cœur pour engendrer une vigilance, quelque chose qui est de l'ordre de la peur, sans que cette peur soit sidérante, qu'elle amène de la panique ou bien de l'inhibition, mais qu'elle soit un moteur de réaction. Oui, oui. Je pense que de toute façon, il y a plein de façons d'agir. Il y a la tienne, voilà, qui t'appartient et que j'honore et qui est très belle et qui a son efficacité aussi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tu sais, Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir, parce que le savoir est limité et l'imagination est illimitée. Et je veux ajouter à ça que, moi, ce que je vois quand tu génères des peurs avec, j'allais dire, des films catastrophes, moi, je suis pas pour les films catastrophes, etc. C'est pas de la fiction, hein. Ça retrace en fait une réalité passée. Oui, mais je mets en garde pour que ça se reproduise pas. Laisse-moi simplement juste aller au bout de ce que je veux dire. Ce que je veux dire aussi, c'est c'est quoi la réalité? La réalité, pour moi, c'est nous qui la co-créons. Comment est-ce qu'on crée la réalité? C'est d'abord avec des pensées. Ces pensées deviennent des paroles, des actes et de la réalité. Tout ce qui est inventé, c'est d'abord imaginé et après venu dans la réalité. Donc, quand tu parles de bisounours, moi je trouve que c'est la position que je prends, moi. Hein. C'est plutôt de proposer, d'imaginer, d'emmener les gens dans l'imagination d'un beau monde. Voilà, qu'est-ce que peut être le monde en imaginant tout et en donnant des belles images de ce que ça peut être, et en le faisant, pour moi, de ce que je sais de la physique quantique, c'est qu'on accélère le processus de cette réalité. Alors que si on se concentre trop sur ce qui va mal, etc., on renforce. Hein. Bon, c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais pour moi, c'est ça. C'est plus, tu vois, par exemple, quand mes goûts pour aller au cinéma, alors c'est peut-être un peu bête, mais moi, j'aime aller voir des comédies où ça se finit bien. J'aime les happy end. J'aime pas les toits parce que ça génère pour moi un artiste.
alors, il peut déranger, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est important, c'est que ça génère quelque chose de positif, de constructif, et que si tout le monde imaginait que c'est possible, effectivement, qu'on ait un monde idéal, voilà, eh bien, on va accélérer le processus pour que. Mais c'est là, Phil, on a besoin à la fois, en fait, des gens, en fait, alors ça peut être les mêmes, hein, qui disent, mais il y a deux messages fondamentaux. C'est un, alerte par rapport au danger, qui s'en charge. Il faut bien qu'il y ait des films, ou bien, ou je sais pas quoi, etc. Il faut bien qu'il y ait des gens qui alertent et qui disent des choses très désagréables à entendre, qui pointent le négatif. Et aussi qu'il y ait des gens qui disent il y a des alternatives, il y a des solutions. Et c'est là où je disais hier, donc je crois que je le fais pas assez, parce que du coup je me suis vraiment focalisé sur un de mes rôles qui consiste à dire attention, danger. Et puis j'ai un autre rôle, mais d'autres le font aussi beaucoup mieux que moi. Et j'ai un autre rôle, et je l'ai fait de différentes manières, et de mon point de vue peut-être pas assez dans Coron Iceberg, parce que voilà, j'ai focalisé plutôt sur l'alerte. Mais on a vraiment besoin de ces deux forces-là, en fait. D'identification des problématiques, et je suis convaincu qu'il y a des solutions, et des solutions très simples, il n'y a pas grand-chose à inventer. Tout existe déjà, quoi. Simplement, il faut le mettre en œuvre. Certains le font déjà à des petites échelles, il faut le faire à de plus grandes échelles. Donc il faudrait à la fois avoir une double focale, c'est la mise en garde face à un mode de vie mortifère, et le fait qu'il existe un autre mode de vie, un autre modèle de société, et pour ça, il faut changer de paradigme, et pour aussi donner de la légitimité au nouveau paradigme, il faut, hélas, aujourd'hui, montrer les aberrations de l'ancien paradigme. Donc on a besoin de ça. Je suis d'accord. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Tu vois, ça me rappelle le film de Cyril Dion, là, le Demain, là, magnifique, où on voit que tout est déjà là. Et donc tous ces grands manipulateurs ont perdu, et ils vont s'acharner. C'est-à-dire que pour moi, le virus, c'est pas, il va y avoir d'autres choses. Hein. Et donc c'est pour ça que c'est super important aussi. Bien sûr, le travail que tu fais, mais comme tu dis, c'est les deux. C'est à la fois alerter, dire, mais aussi regarder qu'est-ce qui peut arriver. Je partage ta conviction. Hein. Moi, je suis convaincu que l'ancien système, en fait, est moribond. Mais ce qui est dramatique quelque part, c'est quasiment en fait un processus naturel. C'est-à-dire que l'ancien, en fait, se crispe, et plus particulièrement ceux qui en tirent encore des bénéfices et ceux qui en tirent le maximum de bénéfices, s'accrochent à ça en fait dans une espèce d'acharnement thérapeutique. Mais pour moi, le capitalisme, enfin je l'appelle comme ça, on peut l'appeler autrement, etc. Mais l'ancien paradigme, un modèle de société très matérialiste, etc., il est moribond, il est en train de mourir. Et il est en train dans sa manière de mourir, quelque part, en fait, il est assez pathétique, mais il augmente, en fait, en dangerosité, un peu comme un animal, en fait, blessé, en fait. Si tu t'approches, en fait, il peut facilement te tuer. Donc, moi, je suis convaincu, comme toi, en fait, que ce monde est mort et qu'on va en changer, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Et ce qui m'inquiète vraiment, et ce qui me mobilise le plus, c'est le prix que certains vont payer. Alors que ce soit les vieux Français dans les EHPAD, ou que ce soit en fait les Indiens ou les Africains, ou etc., actuellement et depuis quelques décennies, voire quelques siècles, etc. Donc moi, voilà, les migrants climatiques, etc., ça m'inquiète vraiment. Et j'ai de l'empathie pour ces gens-là, et je me dis que je suis pas très inquiet pour des gens comme toi et moi, tu vois. D'abord, en fait, la maladie, moi, me fait pas peur. En fait, j'ai pas peur de attraper cette maladie, mais j'ai pas envie de la transmettre. Donc, du coup, en fait, j'accepte. Je suis pas toujours très en paix avec cette idée-là, en fait, d'être obéissant. Et pour l'instant, j'ai décidé, ça fait déjà 6 semaines, ça a déjà fait 1 mois et demi que j'obéis aux consignes de confinement. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix, mais en tout cas, c'est mon choix jusqu'à maintenant. Donc, je suis prêt, hein, quelque part, en fait, à vivre ça, et même si je souffre à certains moments de solitude, que je trouve que, comme tout le monde, je suis extrêmement frustré par plein de choses, etc., mais je suis prêt à ce sacrifice-là, en fait, parce que j'arrive à trouver du sens à ce que je fais. Mais, somme toute, ma situation n'est pas dramatique, hein, loin de là. Il y a des tas de gens qui vivent très bien le confinement, etc., voire même qui trouvent que c'est beaucoup mieux maintenant qu'avant, etc.,
Mais il y a combien de gens? Il y a des milliards de gens, en fait. Il y a quand même la moitié de l'humanité, en fait, qui est confinée. Il y a des gens qui en souffrent énormément. Et puis, Oui. ça fait longtemps qu'il y a des gens qui souffrent et ça va continuer comme ça. Et c'est pas juste le coronavirus, la maladie, le confinement, la crise économique. C'est un ensemble de destruction, de pollution, de Oui. souffrance humaine qui a commencé il y a bien longtemps et qui va se poursuivre jusqu'à la transition. Mais la transition, qu'est-ce qu'elle va coûter et à qui? Oui, oui, je rebondis là-dessus, si tu veux, parce que je suis d'accord avec toi que J'aimerais réduire ce coût. ça, c'est un autre sujet, mais j'ai toujours besoin de faire partager mes convictions et mon enthousiasme, parce que voilà, la vie est illimitée, merveilleuse. Et voilà, j'aimerais qu'on arrête là-dessus, enfin, avec ta conclusion, parce qu'on a beaucoup parlé. Voilà. Mhm. Bah écoute, moi je suis très très content d'avoir eu cette conversation avec toi. Je pense que ça permet aussi de préciser des choses. Bah là, du coup, on prend le temps. Tu vois, je sais pas ce qu'on va faire de ça, si on va faire un montage, si on va présenter la totalité ou rien du tout. On en décidera ensemble, toi et moi. Mais pour moi, c'était ouais, une manière de prendre le temps de clarifier les choses. Sur principalement, en fait, pour moi, c'était surtout. Enfin, on a beaucoup parlé de la peur, c'était le sujet majeur. Après, on a un peu dérivé, mais du coup, en fait, tout étant lié, c'est pas vraiment un souci. Voilà, moi, je vais continuer de faire mon travail avec, je te dis, cette préoccupation permanente de voir comment gérer ma peur, celle des autres, ne pas être source de pollution. Je comprends que certains de mes propos puissent engendrer de la peur. J'espère juste qu'elle soit pas inhibitrice, tu vois, ou culpabilisante, mais plutôt motrice. Et voilà, c'est tout l'espoir que j'ai dans. Alors, j'ai une suggestion à te faire par rapport à tes vidéos, hein, que j'apprécie. Hein. Même si sur la dernière, j'étais un petit peu choqué. Je vais voilà, un peu rigoler. Bon, tout le monde connaît sur TF1 Jean-Pierre Pernaut et voilà. Bon, c'est le personnage. Et parfois, c'est pas si con. Je veux dire, c'est qu'il y a toujours, paraît-il, parce que moi, je ne regarde pas ce journal télévisé, mais j'ai dû le voir il y a très très longtemps. Il y a toujours une bonne nouvelle à la fin. Tu vois, alors, c'est une nouvelle à la con. Souvent, bon, à la con, non, il n'y a pas de bonne nouvelle à la con. Donc, je te suggère, si tu bouges les peurs, à la fin, de mettre une belle petite nouvelle. Je sais pas, il y a tu vois, quelqu'un, Gaël Andrews, là, qui est un de mes amis et qui a créé le Roy Art Theatre, hein, bon, qui est assez étonnant. Et il m'a dit, ben écoute, il habite près d'Avignon, dans un petit village, et il a une petite maison et un jardin, mais vraiment un court jardin, quoi, tu vois. Et il m'a dit, écoute, depuis des années, je vais du lilas, là, mais il restait toujours vert, il fleurissait pas, et là, il a fleuri, tu vois, il a fleuri. Et puis j'ai vu des abeilles venir. Voilà. Donc voilà, je termine sur un petit. Je reçois 5 sur 5 positif. ton conseil et je vais essayer de voir comment en tirer parti. Juste, ce sera peut-être aussi justement la bonne nouvelle de la fin de cet entretien, c'est que c'est le cas de la vidéo qui t'a choqué. Elle termine, de mon point de vue, en fait, par un paquet de bonnes nouvelles, c'est-à-dire quand je parle, tu vois, en fait, de permaculture, de communication non violente, de décroissance. Mais peut-être qu'il que n'y a tu n'es pas pas eu allé jusqu'au bout parce que Ouais. peut-être tu as craqué avant. Peut-être j'ai craqué avant ou peut-être En tout cas, je vais de finir par un sourire, de finir par des sourires. Tu vois. D'accord, ça marche. Salut Phil. Ok, Hervé, grand merci à Ciao. toi. Prends soin de Bye toi. bye. Bye bye. Ciao. Il est complètement dingue, papa. Tu sais ce qu'il a fait? Il a déposé la télé et mon Walkman sur le trottoir. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, on va se parler dans cette maison. Non mais...